On sait maintenant que la recherche de meilleurs rendements dans l'agriculture industrielle passe d'une part par l'utilisation massive d'engrais, mais aussi par l'utilisation massive de pesticides. Le problème, c'est que cela a des conséquences, d'une part en termes d'écosystèmes, de fonctionnement des écosystèmes, et d'autre part dans la santé des personnes qui vivent à proximité de ces régions agricoles, ou bien qui consomment ces produits-là. Ainsi, on peut se demander comment est-ce que l'agriculture arrive à augmenter les rendements et pourrait dans un futur arriver à augmenter ses rendements tout en ayant une agriculture, d'une part responsable des écosystèmes et d'autre part responsable aussi de la santé. C'est ce qu'on va voir maintenant dans un nouveau diaporama. Nous allons maintenant expliquer comment l'homme recherche à améliorer le rendement des cultures par sélection ou amélioration génétique et quelles conséquences peut avoir sur l'environnement. Il existe deux grandes méthodes, mais elles ont un peu le même but, qui est de conférer à la plante des caractéristiques particulières utiles à l'homme. Soit par sélection génétique, qui va consister en l'obtention de lignées pures et de lignées hybrides, soit par amélioration génétique, qui va consister en l'obtention d'organismes génétiquement modifiés. La sélection génétique se base sur les travaux de Gregor Mendel, autour des années 1860-1870. Ces travaux de croisement sur les pois, ils ont permis de comprendre comment se transmettent les caractères héréditaires. Grâce à ça, on a réussi ensuite à savoir que certains caractères vont s'exprimer plutôt que d'autres dans un individu. Un individu peut par exemple, pour le caractère aspect de la graine, être avec un aspect lisse ou bien avec un aspect ridé, pour le caractère couleur de la graine avec une couleur jaune ou avec une couleur verte. En croisant des individus de lignée pure, on obtient des individus qui n'ont pas forcément les caractères des deux parents. Pour obtenir ces lignées pures, on a fait ce qu'on appelle des autofécondations successives, qui ont permis d'obtenir des lignées avec des grains qui seront forcément lisses et jaunes d'une part ou forcément ridés verts d'autre part. En quoi leur croisement peut nous être utile? L'obtention des lignées hybrides par croisement de ces lignées pures, elles vont permettre de cumuler les avantages des deux lignées. Par exemple, ici, nous avons une lignée avec un plant de maïs productif à maturité tardive. C'est intéressant qu'il soit productif, mais il vaut mieux qu'il ait une maturité précoce. C'est mieux pour le grain de maïs, il est moins sujet à être mangé pendant qu'il est presque à maturité, ou alors subir la grêle, par exemple, qui risque de le détruire. On a un autre parent qui est peu productif, maturité précoce. La maturité précoce c'est intéressant, mais peu productif, c'est pas très intéressant parce qu'on n'aura pas beaucoup de maïs qui sera produit. Eh bien, ces caractères productivité et précocité, pour cumuler les deux avantages, on peut reproduire, faire donc un hybrider ces deux lignées pures. On peut hybrider ces deux lignées pures. Ces deux lignées pures, on obtiendra un individu qui aura le caractère forte productivité qui va s'exprimer et le caractère maturité précoce qui va s'exprimer. Il sera donc très productif et à maturité précoce. Cet individu qui cumule les avantages, on dit qu'il a une vigueur hybride. On appelle ça aussi un hétérosis. Il est capable donc d'augmenter les rendements et il a deux caractères qui nous intéressent par rapport aux lignées pures. Qu'en est-il de l'amélioration génétique des plantes cette fois-ci? Elle va consister en une action de l'homme qui va conférer à la plante, donc artificiellement, volontairement, une nouvelle capacité. On sait que les plantes sont agressées, par exemple, par des larves, comme la larve du papillon qui est la pyrale. Cette larve, qui mange le plant de maïs, elle est aussi sensible à une molécule produite par une bactérie, qu'on appelle une molécule insecticide. Cette molécule est produite grâce à un certain gène dans la bactérie. Eh bien, ce qu'on est capable de faire, c'est extraire ce gène, le mettre dans des cellules végétales. Ainsi, cette cellule végétale sera capable de produire la molécule insecticide. Cette cellule, on la fait ensuite reproduire, on la fait produire une plante entière, ce plant de maïs qui va entièrement produire son insecticide. Ici, on l'appelle le maïs BT, en référence à la bactérie Bacillus thuringiensis, qui permet de produire cette molécule insecticide. Alors, ici, en quoi ça va être intéressant pour le rendement? Eh bien, car les végétaux seront moins consommés par les parasites. Si cette larve de pyrale mange un maïs BT, eh bien, elle ne va pas survivre. On voit bien ici que nous avons à gauche un maïs classique, non infecté, et à droite un maïs BT, transgénique, résistant à la pyrale. Après infection de la pyrale, on voit bien qu'il se porte très bien, qu'il ne semble pas manger comme celui-ci.
ça va aussi permettre de limiter l'apport de pesticides, parce que la plante se défend elle-même toute seule face à ce prédateur-là. Est-ce qu'il y a des problèmes avec ça? Oui, ça favorise peut-être l'apparition de résistance chez les insectes. Nous avons ici la mortalité en fonction de la dose d'insecticide. On regarde la mortalité, bien évidemment, des larves de papillons de la pyrale. Sur du maïs normal, on voit que plus on met d'insecticides, plus la mortalité est élevée. Sur une colonie élevée sur du maïs traité à l'insecticide, on voit aussi que plus on met d'insecticides, plus la mortalité est élevée. Mais pour une même dose d'insecticide, on voit par exemple pour 100 mg par kg, il y a une très faible mortalité pour les colonies élevées sur du maïs traité par rapport à des colonies qui en sont à leur premier contact avec l'insecticide. Ainsi, plus je mets de pesticides, plus les générations successives d'insectes seront résistantes à ce pesticide-là. Et si j'ai un OGM qui est capable de se défendre lui-même face à la pyrale, eh bien, au cours des générations, peut-être qu'il faudra envisager d'autres choses car la pyrale sera devenue résistante à ce maïs BT. Est-ce qu'il y a d'autres risques? Oui. Des changes du transgène, c'est-à-dire du gène qu'on a mis artificiellement, entre espèces agricoles et sauvages, soit avec la même espèce, soit avec des espèces sans lien de parenté, soit même les graines produites par le maïs BT qui iront repousser dans le champ du voisin par exemple, ou qui repartiront en milieu sauvage, on appelle ça une population férale. On se pose aussi des questions quant à l'origine de ces graines et surtout en termes d'industrie, est-ce qu'elles sont brevetables? Actuellement, oui, ces graines d'OGM sont brevetées parce qu'elles sont fabriquées en laboratoire par des firmes multinationales. On voit que le secteur privé de recherche représente les 3/4 des brevets déposés et le secteur public seulement un quart. On a surtout dans le privé de grosses firmes et l'agriculteur est obligé de passer par elles pour pouvoir se procurer ses semences. On se pose ici la question là, de la brevetabilité du vivant. Est-ce que l'on peut breveter un être vivant? C'est une question qui reste pour l'instant sans réponse. En termes de sélection génétique, n'y aura-t-il pas des risques de déviance? Eh bien, fabriquer des lignées pures, ça a été tenté, entre guillemets, par les personnes du Troisième Reich qui ont essayé de faire un exemple de sélection génétique qui a heureusement échoué, qui étaient les projets Action T4 et les Bundsborn. Ça consistait en quoi? Ça consistait en une mise à l'écart, une stérilisation des personnes qui ne rentraient pas dans un standard arien, grand, blond, etc. Et une favorisation des reproductions entre les individus qui avaient cette apparence-là. Ainsi, Hitler pensait créer une lignée pure, mais au final, ça a complètement échoué, notamment parce que dans le monde vivant, tout ce qui est lignée pure, entre guillemets, eh bien, est beaucoup plus sujet aux maladies. Risque de déviance maintenant chez les organismes génétiquement modifiés. Est-ce que les manipulations génétiques, on peut les breveter chez un être vivant? Si on peut accepter qu'elles soient brevetées sur du maïs, pourquoi pas chez l'homme? Est-ce qu'on pourrait faire un homme transgénique? Est-ce que ce serait une œuvre d'art? Donc, tout un ensemble de questions qui restent ouvertes. Il y a quand même une prise de conscience collective qui empêche des interventions sur le corps humain qui seraient protégées par un brevet. Donc, je vous laisse faire vos propres recherches vis-à-vis de ça et on en reparlera dans le prochain cours, la prochaine fois.